Proceed. Bearer party. 6 paces, outwards. March. Stand still. Bearer party, prepare to turn. Prepare to raise. Raise. Bearer party, inwards. Turn. Bearer party, prepare to turn. Turn. Stand still. Bearer party, slow. March. Out. In. Out. In. Out.
O God, Ô the Dieu, maker and redeemer of Créateur all et rédempteur de toute l'humanité, mankind, grant us, with accorde-nous, thy servant Queen avec ta Elizabeth servante, la reine and all the Élisabeth, faithful et departed, tous les fidèles défunts, the sure benefits of les thy bienfaits Son's saving de la passion passion and glorious salvatrice et resurrection, de la glorieuse résurrection de that ton in the Fils, last day, afin qu'au dernier when all jour, things are gathered up in lorsque Christ, toutes choses seront we réunies dans may le with Christ, them enjoy the nous fullness puissions of thy jouir avec eux promises. de la plénitude de tes Through promesses Jesus Christ, par our Lord. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Let not your Cette heart ouverture be troubled. de cérémonie par l'archevêque de Canterbury qu'on a vu d'ailleurs dans la foule tout à l'heure. Il est allé saluer la foule, l'archevêque de Canterbury, qui est la personne la plus importante du royaume après le souverain, If la it were souveraine. not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. La cérémonie va durer très très peu de temps en fait, elle va être très rapide, Valérie. Alors on a vu toute la famille royale, alors par ordre effectivement, sans doute, alors pas tout à fait protocolaire, ordre familial en fait, puisque d'abord les enfants de la reine évidemment, le roi et son épouse bien évidemment en premier lieu. Mais ce qu'on a surtout vu, d'abord, c'est... Enfin, moi, en tout cas, de mon vivant, je n'avais jamais vu une cérémonie pareille, donc c'est extrêmement impressionnant. Et puis, on disait que c'était une parade militaire, et là, on vient de pénétrer dans une dimension plus religieuse. On a vu ces gardes de la reine porter ce cercueil qui, je le rappelle, doit peser au minimum un quart de tonne, 250 kilos. Donc le poids littéralement de la monarchie sur leurs épaules. Et là, on a vu des militaires aux religieux. C'est vraiment du sabre au goupillon. Donc c'est Sophie que vous avez vue au premier plan, qui est donc la femme du prince Andrew, et puis juste derrière... Edward. Du prince Édouard, pardon, et puis juste derrière elle, Kate, évidemment, et puis Meghan également derrière, aux côtés de son mari. Ils sont tous là, bien évidemment. Ensuite, sur les travées, c'est la famille aussi. Ce sont la famille élargie. La famille royale Ouais. au sens le plus large. En fait, les conjoints ont rejoint les membres masculins et féminins qui circulaient derrière le cercueil. Là, on voit le roi Charles et la reine Camilla. Et sur le côté, on a vu tout à l'heure, de loin, il y avait les autres petits-enfants de la reine, les enfants de la princesse Anne, avec leurs époux, les filles du prince Andrew, les cousins de la reine, les Gloucester, les Kent. C'est la famille royale au sens le plus large du terme. Et c'est d'ailleurs, Marc Roche, une famille qui vient enterrer aussi un membre de sa famille. Regardez les deux belles filles. On sent Kate touchée. Elle était proche de la reine. Elle s'entendait bien avec la reine, Kate. Absolument. Ouais. Kate, la reine aimait bien Kate parce que Kate n'a jamais rué dans les brancards. Et elle s'est facilement coulée dans le moule royal, à l'inverse de Meghan et d'autres, parce qu'elle avait aussi eu cet apprentissage dans l'école privée où elle était allée, qui était une des écoles privées les plus chics du royaume, et elle connaissait très bien la famille royale, les enfants, tous ces gens se fréquentaient, et donc elle s'est coulée sans problème, à l'inverse justement de la comtesse la femme du prince Édouard, qui a eu beaucoup plus de problèmes parce qu'elle a voulu continuer dans les relations publiques avec des problèmes qui ont été causés de conflits d'intérêts, ou de Meghan qui bien sûr ne s'est jamais intégrée. Bien sûr, Isabelle. Juste dire un mot sur la très grande sobriété en fait de cette Pardonnez-moi, je vais cérémonie. vous interrompre parce que le chœur va entonner et c'est toujours absolument magnifique. Je vous laisse la parole juste après.
Magnifique chœur qui a préparé cette cérémonie. Qui sont quelle est cette chorale, vous savez pas? C'est si j'en crois le programme officiel, il s'agit de la chorale de Westminster Abbey et de la chorale de la Royal Chapel à St. James Palace. Magnifique. En tout cas, c'est absolument magnifique. Alors, on a vu le visage de la princesse de Galles, Isabelle, qui effectivement a l'air extrêmement touchée, bien entendu, et on le comprend. On parlait de sa proximité avec la reine tout à l'heure. Oui, Kate, elle a perdu aussi quelqu'un là, une proche. Hein, c'est vraiment ça, au-delà de la souveraine. Hein. Et son mari l'a souligné dans le communiqué qu'il a publié il y a quelques jours en disant que lui avait eu la chance de bénéficier de l'aide, du soutien de la reine Élisabeth pendant plus de 40 ans et que la reine avait guidé sa femme pendant près de 20 ans. Et donc effectivement, la reine a joué un rôle très important dans l'adaptation en fait de la jeune femme au mode de vie de la famille régnante. Bon, comme le disait très justement Marc tout à l'heure, c'est quand même une jeune femme qui avait des dispositions très importantes pour le métier de princesse et à terme pour le métier de future reine. Je voulais juste vous dire un petit mot sur la sobriété de cette cérémonie parce que la reine qui avait vraiment une foi chevillée au corps était aussi quelqu'un qui n'aimait pas les cérémonies en grand tralala, qui préférait aller communier tôt le matin dans des petites chapelles, des petites églises de campagne et qui préférait ces petits édifices religieux modestes à toutes les cathédrales du monde. Et donc, l'esprit de la cérémonie va refléter cela. Ça, c'est très intéressant, évidemment. On regarde la fin de la cérémonie. Il s'agit ici de son étendard personnel, tous les symboles auxquels elle tenait qui sont installés donc devant sa dépouille mortelle ainsi que la croix.
On a ici les 2 unités à cheval qui vont monter la première veille autour du corps de la reine. Je vous rappelle qu'il va y avoir 4 jours de veille jusqu'à lundi matin 6 heures. On devrait installer a priori sur ce cercueil l'orbe du souverain ainsi que le sceptre dont on vous parlait tout à l'heure. Et puis ces gardes-là, les Blue et les Lifeguards, vont se relayer pendant 4 jours pour veiller donc sur le cercueil de Sa Majesté. Isabelle, qui sont ces... Alors là, au premier rang, vous voyez à droite, la femme qui occupe la charge honorifique que l'on appelle Black Rod, du nom du bâton noir qu'elle tient à la main. Black Rod est le représentant, l'huissier, en fait, qui représente le souverain régnant à la Chambre des Lords. C'est notamment lui qui a ce rôle si important chaque année lors de l'ouverture solennelle du Parlement, qui va frapper à la porte de la Chambre des communes. Et si Black Rod est en noir, c'est parce elle en l'occurrence, n'a toujours pas été relevée du deuil de la reine Victoria. À côté d'elle, il y avait le principal du collège des armoiries, dont on voit les membres alignés au pied de l'escalier dans leur tabard rouge, jaune et bleu. Et derrière eux, les Lord Speakers de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Et là, on vient chercher le roi, Vincent. Donc, c'est le duc de Norfolk, qui est Earl Marshal of England, qui est chargé de l'organisation des cérémonies, avec à ses côtés le Lord Great Chamberlain, qui est Lord Carrington, qui a été nommé le jour de l'accession au trône du roi Charles Ier, qui vient conduire la famille royale, donc le roi Charles, la reine Camilla, dans l'ordre familial, vous aviez raison de le souligner tout à l'heure, qui n'est pas totalement protocolaire, puisqu'en fait c'est le rang de parenté avec la reine qui est mis en avant, puisque ce sont d'abord ses enfants et après ses petits-enfants. Et il vient les chercher pour les conduire à la sortie de Westminster Hall. Les 2 derniers sont Peter Phillips et le comte de Snowdon, qui sont donc le petit-fils et le neveu de la reine Elisabeth. L'archevêque de Canterbury qui présente sans doute ses condoléances au nouveau roi. Et vous remarquerez qu'il a fait un signal de tête, puisque maintenant la seule personne qui soit supérieure à l'archevêque de Canterbury, c'est le roi Charles, qui est presque le pape des anglicans, l'autorité suprême de l'église anglicane, c'est le souverain. Donc l'archevêque de Canterbury a salué le souverain. C'est une fonction honorifique, parce que sur le plan purement liturgique, religieux, l'archevêque est l'autorité suprême. Bien sûr. Et donc là, vous avez le duc de Norfolk, Black Rod, et les présidents de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes qui saluent les membres de la famille royale qui vont rentrer au palais de Buckingham ou à Clarence House. On peut remarquer qu'à la sortie de Westminster Hall, on a vu le roi, on a vu la reine consort Camilla, chacun dans son deuil, etc. Les seuls qui se tenaient la main de manière assez ostentatoire étaient Harry et Meghan. Ni Kate ni William ne se tenaient la main, personne. Mais ce couple, décidément, avait choisi de se donner la main pour sortir de Westminster Hall. Peut-être pour se réconforter. Oui, puis je pense que pour la princesse Meghan, je pense que la princesse Kate a vraiment l'habitude de ce genre de choses, et la reine Camilla aussi, bien sûr. Pour la princesse Meghan, ça ne doit pas être tout à fait simple de faire son comeback dans la famille royale
évident. une occasion pareille. Dans ces occasions-là, effectivement, oui. Voilà, la voiture donc du roi et de la reine consort qui quittent donc Westminster, qui vont rentrer. Est-ce qu'on sait où ils rentrent ou pas? Ils vont a priori du côté de Buckingham. On suivra ça évidemment. Vous entendez les cloches de l'abbaye qui sonnent et ça va donner donc le départ en fait de la suite plus exactement, pardonnez-moi, de cet hommage populaire en fait, parce que maintenant c'est la population qui va pouvoir aller rendre hommage à la reine. Voilà le roi qui ouvre sa fenêtre pour saluer ces gens qui se sont déplacés pour accompagner la reine. La vie va reprendre dans la capitale londonienne avec peut-être jusqu'à 8 km de queue, de file d'attente pour pouvoir rentrer dans Westminster Hall, pour pouvoir aller saluer la dépouille de la reine. Alors moi j'ai lu quelque chose qui m'a intéressé, Marc Roche, c'est que la dernière fois que l'abbaye de Westminster avait abrité des funérailles royales, c'était pour George II, 1760. La famille royale, elle avait préféré la chapelle Saint-Georges du château de Windsor depuis. Et c'est la reine qui avait voulu que ces funérailles soient organisées là, parce que c'est là qu'elle a prononcé les 2 serments de sa vie, son mariage et son couronnement, son mariage et son couronnement. Pour la reine Élisabeth II, l'abbaye de Westminster est au cœur de son existence, puisque c'est là qu'elle a été couronnée. Je pense même que c'est là qu'elle s'est mariée. Oui, c'est ça. Qu'elle a été couronnée, que bon nombre de cérémonies ont eu lieu, notamment de réception de chefs d'État et ainsi de suite. Et donc c'est essentiel. Il fallait que ça se passe à l'abbaye de Westminster parce que Saint-Paul est plus grand. Mais elle avait un attachement particulier à cette abbaye. Voilà, vous voyez cette sobriété dont vous parliez tout à l'heure, Isabelle, c'est vrai que c'est assez frappant. Alors on imagine que les gens qui ont pu assister à cet hommage à l'intérieur de Westminster Hall vont pouvoir s'incliner devant la dépouille mortelle de la reine. Et puis ensuite, eh bien, effectivement, ce sera au tour de la population. On va aller dans un instant, justement, avec le public pour voir comment tout cela, comment ils ont vécu tout cela, et notamment sur ces écrans géants qui ont été installés dans Hyde Park. Alors que vous voyez, on commence à s'incliner, effectivement, pour un dernier salut à la reine. Je vous rappelle qu'il y a 4 jours d'hommage possibles. Et puis ensuite, lundi, ce seront les obsèques à proprement parler. On aura l'occasion d'y revenir longuement. Évidemment, beaucoup de choses à se dire. C'est extrêmement codifié. Et il y aura, Valérie, de très nombreux chefs d'État, de gouvernement tête couronnés. Oui, il y aura très nombreux chefs d'État et de gouvernement, mais avec des règles assez strictes qui ont été édictées par Buckingham Palace. D'abord, que des gouvernants en exercice. Certains anciens gouvernants souhaitaient venir, mais c'est le gouvernant, chef d'État, de gouvernement, monarque et son conjoint, épouse ou époux, avec une exception notable pour les dirigeants du Commonwealth, qui ont droit à 10 personnes qui les accompagnent, 10 personnes qui ont accompli des choses remarquables pour la couronne. Après, il va se poser beaucoup de questions diplomatiques. On verra comment tout cela se réglera, puisque, on le sait, Barack Obama et son épouse Michelle Obama, assez proches de la reine d'Angleterre, souhaitaient être présents aux obsèques. Mais Donald Trump aussi a fait savoir qu'il souhaitait venir. Et hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir qu'à sa connaissance, Donald Trump n'était pas invité. Oui. Et puis, il va y avoir... il y a d'abord très rare... incursion hors de son pays de l'empereur du Japon, qui viendra avec son épouse. Le président Emmanuel Macron sera là, évidemment Joe Biden et son épouse. Beaucoup de monde, mais avec une liste qui devra s'arrêter à un moment. Et puis, il est interdit d'avoir recours à des jets privés, ce qui pose un problème évidemment au président des États-Unis qui se déplace avec Air Force One, qui n'est pas à proprement parler un jet, mais qui n'est pas un vol commercial. Or, la couronne a demandé à ce qu'il y ait des vols commerciaux. Et tout le monde devrait être en bus. On verra
qui On verra tout ça montera lundi, évidemment. Pour l'heure, cet hommage populaire va pouvoir se poursuivre. Maureen Bajac, on a vu passer la voiture du roi et de la reine consort qui sont manifestement de retour à Buckingham. Vous avez suivi cette cérémonie, cette célébration avec un certain nombre de Londoniens qui s'étaient déplacés pour cette cérémonie qui était empreinte, malgré le faste, de sobriété en fait. Oui, tout à fait, vous le disiez Bénédicte, on vient de voir les voitures de la famille royale rentrer à nouveau vers Buckingham. Et ce qui nous a frappé et ce qui nous frappe ici depuis maintenant une semaine, c'est ce silence grave, lourd. L'émotion était très, très intense autour de nous. On a vu les joues humides des Britanniques rassemblés par milliers. Ici, cette gravité, ce silence et ce respect des Britanniques qui viennent en silence maintenant depuis 7 jours, se recueillir, témoigner de leur peine et de leur soutien à la famille royale. On a vraiment senti ici, pour tout vous dire, qu'on vivait un moment de l'histoire et puis on a senti aussi un certain soulagement de la foule quand elle a vu cette famille réunie, cette famille unie derrière ce cercueil, derrière sa grand-mère, derrière sa mère, avec des visages, vous le disiez, très fermés, très graves, d'une famille endeuillée qui marchait donc au pas derrière ce cortège sur la marche funèbre de Beethoven. Les Britanniques qui ont d'ailleurs applaudi la famille royale en respect juste après le passage du cercueil devant eux, ce cercueil qui sera donc désormais visible à partir de 18h heure française ce soir et jusqu'à lundi 7h30 avant les funérailles. Merci beaucoup Maureen, avec Éric Josset qui vous accompagne. Alors je vais me tourner vers Marie-Aline Melilly parce que oui, Maureen vient de le dire, ça va être 4 jours, Marie-Aline, 4 jours de possibilités pour les Britanniques de venir s'incliner devant le cercueil de leur souveraine. Il va falloir, ceci dit, être assez patient. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, Bénédicte, mais ça en vaut la peine car les Britanniques ici, les Londoniens, les Britanniques qui viennent de partout du Royaume-Uni et les touristes du monde entier savent que c'est une séquence historique qui est en train de s'ouvrir. Nous avons croisé dans la foule Jonathan, chapeau melon sur la tête avec un parapluie, ancien officier de l'armée britannique et qui nous racontait que pour lui c'était un moment extrêmement important et qu'il était prêt à faire la queue pendant des heures pour avoir le privilège en vrai de pouvoir saluer, ne serait-ce que quelques secondes, le cercueil de la reine Elisabeth II qui l'a servi pendant des années et des années. À partir de ce soir, 18h, heure française, et pendant 4 jours, 23 heures sur 24, quasiment jour et nuit, eh bien, les Britanniques, les touristes vont se relayer. Vous l'avez dit en plateau, quelques secondes, hors de question de s'arrêter, évidemment, pour prendre une photo, ce serait irrespectueux, mais aussi pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir rendre hommage à la reine Elisabeth II. À titre de comparaison, en 2002, la reine-mère, dont le cercueil avait lui aussi, comme celui de George VI, été exposé à Westminster Hall, avait réuni plus de 200 000 personnes qui avaient choisi à l'époque de venir se recueillir devant son cercueil. Là, pour la reine Elisabeth II, on attend 2 à 3 fois plus de monde. Merci beaucoup Marie-Aline. À partir de 18h heure française, donc dans 1h30, les Britanniques, les touristes qui le souhaitent pourront effectivement aller rendre hommage à la reine. Alors moi je voudrais qu'on revienne quand même sur l'image de cette famille unie derrière le cercueil d'Élisabeth, le cercueil de la grand-mère, de la mère. Évidemment, les Britanniques espèrent que les querelles soient mises de côté, ils espèrent qu'elles seront oubliées. C'est un moment suspendu pour ce qui concerne la famille, là, Vincent. Oui, c'est un moment suspendu, mais je pense que s'il n'avait pas été capable de suspendre ce moment, on se serait quand même beaucoup inquiété. Parce que avant d'être la famille la plus célèbre du monde, c'est quand même la mort de leur mère, de leur grand-mère. Donc c'est quelque chose de profondément triste, émouvant en premier lieu pour eux. Donc je pense que quand on est dans ce genre d'occasion, il y a quand même un moment où on arrête de s'occuper des détails. Et tout ce qu'on a vu depuis 2 ou 3 ans, c'était quand même des détails. Aujourd'hui, non seulement c'est un chef d'État, ce qui est quand même très important, mais c'est quand même quelque chose de très très personnel pour eux. Donc, petit détail, tout à l'heure, on a souligné sur la musique, je viens de l'apprendre, la musique qu'on a vue aujourd'hui a été utilisée lors des funérailles du duc d'Édimbourg en partie, lors des funérailles de la reine-mère et lors des funérailles du roi George VI. Donc c'est vraiment, là aussi, on est en plein dans le symbole familial. C'était son époux, sa mère, son père. Alors au sujet du duc d'Édimbourg, d'ailleurs, donc les obsèques auront lieu lundi, évidemment, les obsèques de la reine, et puis ensuite elle sera inhumée dans une crypte.
dans la crypte en fait de la chapelle. Et alors on nous dit que son mari la rejoindra. Oui, parce que pour l'heure, depuis ses funérailles au château à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor au printemps 2021, le cercueil du prince Philippe, enfin la dépouille du prince Philippe repose dans son cercueil, dans la crypte royale, dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges. Et les deux époux avaient exprimé le souhait d'être enterrés côte à côte dans la chapelle mémoriale de George VI, qui est à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges, où sont enterrés déjà le roi George VI, son épouse, la reine-mère, et la princesse Margaret, la sœur cadette de la reine Élisabeth II. Et donc, lorsqu'Élisabeth II sera inhumée dans cette chapelle mémoriale, eh bien, la dépouille du prince Philippe la rejoindra. Les deux épouses vont se retrouver, ce qui est assez bouleversant. Et pour rejoindre ce que disait Vincent, moi je trouve que depuis quelques années, effectivement, l'histoire du duc et de la duchesse de Sussex a tendance à parasiter complètement le roman familial de la famille régnante de Grande-Bretagne. Or, il y a quand même aussi dans cette famille des choses qui vont très bien, dont on parle peu, mais on voit par exemple le chagrin de Sophie, la comtesse de Wessex, l'épouse du prince Édouard, qui avait pris la place d'une deuxième fille, en fait, dans la vie d'Élisabeth II, dont elle était devenue dont elle était tour à tour dame de compagnie, confidente, dont elle était vraiment très très proche. Elles avaient une passion en commun, c'était l'histoire militaire. C'est vrai que quand on voit Sophie comme ça, c'est pas quelque chose qu'on imagine forcément, mais elles avaient cette passion-là toutes les deux. Élisabeth II avait des liens très très forts avec ses petites filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Voilà, c'est une famille dans laquelle il se passait aussi de très jolies choses. Et d'ailleurs, Édouard, il avait fait des études d'art, il est allé travailler dans des sociétés de production, il a produit des spectacles, avec la bénédiction de sa mère, qui n'en a pas du tout pris ombrage. Enfin, c'est quelqu'un qui est plus discret, qui est un peu différent des autres, en fait, dans cette famille. Et surtout, dont le rôle a été de nouveau mis en lumière, en fait. En fait, il y a des membres de la famille qui sont revenus au premier plan sur la scène publique, après le retrait de la vie publique du duc d'York, le prince Andrew, et après le départ de Harry et Meghan pour les États-Unis. Et ça a été l'occasion, en fait, de voir qu'il y avait d'autres membres de la famille régnante qui faisaient des choses intéressantes, comme Sophie, par exemple, comme la duchesse de Gloucester aussi, qui a pris une nouvelle place sur la scène. Regardez la première ministre ici. À Westminster Hall, toujours donc devant la dépouille. Alors, ce qui est intéressant, Marc Roche a souligné, c'est qu'elle a accompagné le roi partout. Elle était là en Écosse, elle était là hier en Irlande du Nord, la première ministre. Évidemment, il y a une semaine, 10 jours, elle devenait première ministre du Royaume, de l'Angleterre, et elle était reçue par la reine Elisabeth. C'était il y a 9 jours, on est mercredi, c'était lundi dernier. Oui, absolument. Liz Truss a joué un rôle central qui est un peu paradoxal dans ces cérémonies, parce que le Premier ministre, généralement, joue un rôle secondaire, puisque c'est la famille royale. Et là, il y a Liz Truss, qui est flanquée, d'ailleurs, on l'a vu, par le leader de l'opposition, Sir Keir Starmer. Donc, elle a en fait contrôlé, à mon avis, le nouveau roi, parce qu'il faut savoir que tout discours du nouveau roi a un contre-seing ministériel, sauf le message de Noël. Alors là, on n'est pas là. Et donc, Liz Truss a voulu bien marquer son terrain. C'est elle qui est la première ministre et qui donnera toutes les inflexions à la politique gouvernementale, quels que soient les états d'âme du nouveau roi, sur l'écologie, sur la diversité ou sur le rapprochement avec l'islam. Ça ne doit pas être totalement simple pour elle, effectivement, Valérie, dans cette période-là. C'est une femme qui n'est pas une débutante en politique. Elle a été ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson. Mais là, c'est effectivement la relève de la veille. Donc, il va y avoir un changement. Deuxième vigie, tous les quarts d'heure à peu près. Toutes les 20 minutes, je crois, par groupe de 2. Mais pour revenir à Liz Truss, elle n'est donc pas une débutante, mais elle fait ses premiers pas dans une période pour le moins compliquée. Oui. Donc, je rejoins Marc Roche, elle a tenté de marquer son territoire face au roi,
en l'accompagnant sous les critiques d'une presse britannique extraordinairement déchaînée, si vous Virulente, me permettez oui, ce ouais, terme, à son égard. Le plan pardon de parler de cela maintenant, mais le plan de sauvegarde de l'énergie qu'elle présentait au moment où on a appris que la reine était au plus mal est pour l'instant passé sous les radars. Les grèves se sont arrêtées. On a appris que l'inflation au Royaume-Uni avait été un peu moindre que ce qu'on redoutait. Mais sitôt les funérailles de la reine célébrées, elle va se retrouver avec un pays difficile à gouverner et avec un nouveau roi qui, bien sûr, respectera les usages constitutionnels, mais on le sait, il a quelques causes qui lui tiennent vraiment à cœur. Vraisemblablement, on ne saura rien de leur discussion, mais il fera sans doute entendre une voix assez différente. Alors, petite question. Elle a également une solide majorité gouvernementale, donc elle va pouvoir gouverner. Ouais. Oui, bien sûr. Je voudrais comprendre ce qu'il est en train de se passer, Vincent. C'est donc la deuxième relève. On n'a pas vu arriver l'orbe et le sceptre sur le cercueil. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est vraiment la démocratie britannique à l'œuvre. Vous avez la reine, le souverain est arrivé au Parlement. Le duc de Norfolk, chef du protocole, on l'a vu tout à l'heure, a invité le souverain, le nouveau souverain et la famille royale à quitter l'enceinte du Parlement, parce que Westminster Hall, ça fait partie du Parlement. Et là, c'est l'hommage du gouvernement, du Parlement dans ces deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, pendant la première vigile. C'est pour ça qu'ils sont restés silencieux. Le roi parti, l'hommage de la famille royale terminé, c'est l'hommage du deuxième pouvoir, le Parlement, qui reçoit en quelque sorte le souverain chez lui. Et donc là, c'était la première vigile où ils sont tous restés effectivement membres du Parlement. La deuxième vigile arrive, on les voit là, et donc tout le monde devrait quitter. Je pense, a priori, je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Sans doute. Et alors, quid de l'orbe et du sceptre? Parce qu'on pensait qu'on les voir arriver tout à l'heure et installés sur le cercueil, en fait, ça sera peut-être pas le cas. Moi, la couronne, on était sûr qu'il y a une couronne, parce qu'il y a toujours une couronne. Sur le cercueil. Il y en avait une pour Queen Mum, il y en avait une, enfin il y a toujours une couronne. Le sceptre et l'orbe, en plus l'orbe c'est un peu compliqué quand même à gérer sur un catafalque. Surtout qu'en termes de sécurité, effectivement. Alors je voudrais préciser quelque chose que j'ai regardé du coup concernant l'étendard royal divisé en 4. Je vous ai posé la colle, pardon Valérie, tout à l'heure. Je voudrais juste vous dire, sur cet étendard, il y a une partie sur laquelle il y a 3 lions qui symbolise l'Angleterre. Il y a un lion rouge qui symbolise l'Écosse, et puis la harpe sur fond bleu qui symbolise l'Irlande. Voilà. Je crois qu'en héraldique, les trois sont des léopards. Ah, sont des léopards. Oui. Léopards rampants. Sur fond d'or et sur fond de gueule. Fond d'or, voilà, exactement. Et en 1 et en 4 d'Angleterre, et en 2 d'Écosse, et en 3 d'Irlande. Exactement, c'est ça. Et un mot peut-être sur le lieu, qui est l'un des plus vieux lieux de Londres, parce que le Westminster avait été ravagé par un grand incendie en 1834, et c'est Westminster Hall qui a été épargné. Donc ce lieu-là, il date de 1097, et c'était un lieu à l'époque rattaché à la couronne, parce qu'on y rendait des procès, c'est la justice royale qui était donnée ici. D'ailleurs, c'est ici que se tint le procès de Charles Ier, on en avait parlé. Oui. Vous le savez, c'était au XVIIe siècle, condamné à mort, qui avait été, lui, décapité. Mais ça a été aussi le cadre de grandes cérémonies royales, comme les banquets de couronnement. Alors, il y avait le fastueux banquet d'Henri VIII, et le dernier à s'y être tenu, c'était le couronnement de George IV en 1821. Après, c'était trop coûteux, donc ils ont arrêté. Et puis c'est là aussi où on a vu Charles, il y a quelques jours, devant le Parlement britannique, et c'est là qu'il a prononcé ces mots « Je ne peux m'empêcher de sentir le poids de l'histoire qui m'entoure ici ». Et ce sont donc les lords qu'on vient de voir quitter Non, ce sont les officiers de la couronne. Protègent les armoiries. Qui portaient ce qu'on appelle le fameux tabard, qui est cette espèce de blouse qui vient du Moyen-Âge, aux armes royales d'Angleterre, qu'on a évoqué tout à l'heure pour le drapeau. Ouais. En plus, avec un grand voile de deuil en noir qui passe en travers. Derrière eux, l'Église va suivre, donc les autorités religieuses. L'archevêque de Canterbury et les autorités religieuses vont quitter Westminster Hall. Et à la suite de ça, le gouvernement, sans doute, va quitter Westminster Hall et les représentants de la Chambre des Lords et les représentants de la Chambre des Communes pour laisser la place au public. C'est un défilé extrêmement... Ils ont tous un brassard noir, vous le remarquez. Mais même les membres de la famille royale, le roi lui-même avait un brassard noir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais le roi, le prince William, le prince Harry, ils avaient tous un brassard noir, effectivement, au bras gauche. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, on voit bien que
que là, on est en Angleterre. Ça n'a pas du tout l'extrême sobriété qu'on avait à Édimbourg, où on était dans une église presbytérienne extrêmement sévère. Là, il y a un peu plus quand même de décorum. Oui, bien sûr. Hein. Le rite anglican est très proche du rite catholique. On voit cette charpente absolument magnifique, ce que vous nous disiez, Magali, de bâtiments extrêmement anciens, le plus ancien de la monarchie, hein, manifestement. Et c'est vrai que cette charpente est absolument magnifique. Et puis alors là, si vous n'êtes jamais allé à la Tour de Londres pour voir les joyaux de la couronne, c'est le moment d'observer. C'est effectivement tout à fait somptueux. Je vous rappelle que le saphir qui est en haut de la couronne, le saphir bleu clair, c'est le saphir de Saint-Édouard. Et le rubis, c'est le rubis du prince. Donc là, on voit les membres du Parlement qui vont... Gouvernement, je pense. Du gouvernement, oui. Et du Parlement aussi. Hein, de l'autre côté, oui. C'est ça, des deux côtés, pardon. exactement. Listrus en tête, qui vont aller s'incliner, effectivement, et quitter ce lieu où la reine repose désormais pour 4 jours. Et donc c'est le hall qui sert de salle de deuil pour les souverains et les princes consorts. Marie-Aline en parlait. Donc c'est là où il y avait eu donc, les cercueils de la reine-mère qui avait été exposés en 2002, du roi George VI, bien évidemment le père d'Élisabeth II. Mais c'est aussi un honneur qui avait été accordé, chose rarissime, à Winston Churchill en 1965. C'était des funérailles d'État. Oui, parce que c'était des funérailles d'État, effectivement. C'était sur le même affût de canon, d'ailleurs, me semble-t-il, que celui qui a été... Exactement. Et le prince Philippe aurait eu droit normalement aussi à ce lieu-là, mais nous étions en pleine pandémie l'année dernière, donc il était resté à Windsor. Est-ce qu'on peut juste remarquer cette anecdotique et en même temps, ça prouve à quel point la reine Élisabeth II était attachée à Balmoral et à Windsor, c'est que la couronne qui est sur son cercueil, le feuillage autour des roses et des dahlias provient des jardins de Balmoral, un pin de Balmoral, et de la lavande et du romarin des jardins de Windsor. Totalement anecdotique, mais ça dit son attachement à ces deux résidences, beaucoup plus qu'à Buckingham Palace. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison de le souligner. Alors maintenant, le public, d'ici une petite heure, maintenant, le public va pouvoir venir se recueillir quelques instants, quelques secondes, hein, évidemment. Marie-Aline nous le disait tout à l'heure, pas question de rester plusieurs minutes. Il faut que le plus de monde possible puisse venir se recueillir devant le cercueil de la reine. Alors, le gouvernement a mis en place une sécurité qui est semblable à une sécurité dans les aéroports. Pas question de venir avec une gourde, pas question de venir avec de quoi manger, pas question de venir avec un animal, sauf évidemment les chiens d'aveugles, des chiens guides d'aveugles. Mais si une fois que vous avez passé la sécurité, il faudra prendre votre mal en patience, vous n'aurez pas le droit de vous asseoir, par exemple, d'emmener une chaise avec vous. Ceci dit, avant le portique de sécurité, de ce que j'ai entendu, le gouvernement envisage de demander aux restaurants et aux bars de rester ouverts jour et nuit pour que les gens puissent évidemment venir se sustenter. Donc il y a des strates comme ça, si je comprends bien. D'abord la famille royale qui a rendu hommage à la reine, puis le pouvoir politique, et maintenant place au peuple. Et il faut quand même avouer que la pauvre Liz Truss, quand on devient Premier ministre, comme tout est protocolaire en Grande-Bretagne, tout est rituel, mais alors comme rituel, les funérailles d'une reine qui est là depuis 70 ans, quand on est Premier ministre depuis 9 jours, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. C'est sûr qu'elle doit être effectivement dans un tourbillon depuis une semaine assez impressionnant. Il faut dire que ces images font le tour du monde également. Elles ont fait le tour du monde en Mondovision, on le dit depuis le début. Toutes ces images-là, le monde entier a pu les voir. Et on a bien vu, Margot Madescler, vous qui suivez ça depuis quelques jours avec nous maintenant, tout était absolument millimétré. Effectivement, oui, comme le disait Valérie Nataf tout à l'heure en parlant même du feuillage, eh bien tout a été vraiment prévu dans les moindres détails, supervisé par la reine elle-même de son vivant, afin d'éviter les faux pas dus à l'émotion. Émotion omniprésente ici à Londres. Des applaudissements ont retenti lors de la procession, une procession menée au son de Chopin et de Beethoven. La cloche de Big Ben a résonné d'un son étouffé. Toutes les minutes, nous pouvions l'entendre d'ici malgré tout, mais le marteau avait été recouvert de cuir. À la fin de la cérémonie religieuse, eh bien, quelques God Save the King ont retenti aussi lorsque la voiture du roi a quitté Westminster Hall. Et c'est maintenant un début de 4 jours autour du cercueil, un recueillement autour du cercueil de la reine qui va maintenant débuter pour les derniers adieux à la reine ici à Londres.
avec cette vue sur la Tamise. Merci beaucoup à vous, évidemment, Margot Madescler, cette vue sur la Tamise. Les obsèques lundi prochain, à quoi ça va ressembler, Isabelle? Parce que, on l'a dit, il n'y aura pas de procession, ou en tout cas une petite pour aller effectivement de Westminster à Windsor. Ça sera un office religieux absolument somptueux ou pas, qui va durer des heures Alors, ça, il est encore un peu tôt pour le dire parce que le palais n'a donné aucun renseignement, en tout cas pas de renseignement trop précis sur la cérémonie pourrait durer 1h30 ou voilà. On sait qu'elle commence à midi, hein, c'est ça? Après, voilà, on n'en sait quand même pas beaucoup plus. Il est probable que la cérémonie, encore une fois, et on le voit là, il y a vraiment eu une volonté d'Élisabeth II d'inscrire ses funérailles dans sur le plan historique, sur le plan du cérémonial, dans ce qui avait été les funérailles de son père, le roi George VI, en février 52. Donc il est possible que la cérémonie à Westminster s'inscrive aussi dans ce même esprit. La différence, c'est quand même que là, on sera dans l'abbaye de Westminster avec une assemblée de 2000 personnes composée de chefs d'État, de dignitaires, de membres de familles régnantes venus du monde entier. L'ambiance sera quand même différente. Voilà, vous avez vécu avec nous cette cérémonie qui était et somptueuse et extrêmement sobre également, sous un beau soleil londonien. Maintenant, c'est l'heure de l'hommage populaire. On suit tout cela, évidemment, cette cérémonie qu'on a suivie ensemble depuis 13h30. On a vu des images extrêmement poignantes.